Enfin, page noire, Abdoulaye Ba a tiré sa révérence ce lundi matin. Soldat de la plume est tombé. Lundi noir pour la presse guinéenne. Ce journaliste qui faisait rire sur la toile avec son histoire drôle est parti à jamais. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, ce décret D 2018-094 PRGSGG porte en nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République fut la Constitution décrète. Article 1er. Monsieur Mohamed Lamine Doumbouya, précédemment ministre du Budget, nommé ministre à la présidence de la République. Article 2. À ce titre, il sera notamment chargé de conseiller le président sur les relations avec les institutions multilatérales de financement, les fonds souverains et les fonds d'investissement public et privé, sur les questions monétaires et bancaires ainsi que sur la réforme des finances publiques. Article 3. Le ministre à la présidence de la République travaillera en étroite collaboration avec les membres du pôle économique à la présidence. Article 4. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 18 juin 2018. Professeur Alpha Condé. Une fois n'est pas coutume, mais ce soir nous ouvrons cette édition par cette page noire, douleur et consternation au sein de la famille de la presse guinéenne. Abdoulaye Ba Edi Amel, le PDA pour les intimes journalistes à Guinée News, a tiré sa révérence, décédé la nuit dernière des suites d'un accident de la circulation pendant qu'il collectait des informations sur une opération d'assainissement de la ville de Conakry. Tôt ce matin, membres du gouvernement, amis et connaissances, ils sont rendus à l'hôpital chino-guinéen et à la maison mortuaire pour les condoléances. Daouda Tabansila, Robert Bangoura. L'information afflige toute la corporation. Parti micro et carnet en main, le confrère Abdoulaye, journaliste reporter à Guinée News, est mort sur le champ de bataille pendant qu'il collectait des informations sur une opération d'assainissement de la ville de Conakry. Percuté par un chauffeur jusqu'ici introuvable, la mort d'Abdoulaye choque encore une fois le gouvernement. Il est parti trop tôt. Et ça nous choque. Prions sur le repos de son âme. C'est ce qu'on appelle des genres de pertes inutiles. Mourir d'accident dans les conditions dans lesquelles il est mort, c'est choquant. Aussitôt informés, amis et connaissances, collaborateurs, membres du gouvernement, tous se sont mobilisés à la morgue de l'hôpital sino-guinéen de l'Amitié pour rendre un dernier hommage à Abdoulaye Ba. Plein de vie, ses amis gardent de bons souvenirs de lui. C'est quelqu'un en fait qui aimait bien le métier de journalisme. C'est quelqu'un qui était disponible pour tout le monde. C'est quelqu'un qui était ami à tout le monde. Il n'y avait pas en fait cette jalousie démesurée en lui. C'est quelqu'un qui s'est rendu disponible pour ses confrères, pour ses amis et donc pour tout le pays. Il m'est très difficile de parler d'Abdoulaye Ba aujourd'hui. Abdoulaye Ba qui a toujours fait rire les gens, aujourd'hui il les fait pleurer. J'ai le cœur serré parce que j'ai connu Abdoulaye Ba sur les bancs en 1999 et nous avions passé 4 ans ensemble sur les bancs. On a passé toute l'université ensemble. Et depuis l'université jusqu'à aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on se sépare. C'est vraiment pénible et je prie pour le repos de son âme et je prie aussi pour que Dieu donne la force à ses proches de pouvoir supporter cette perte tragique. De la morgue, le gouvernement et la famille de la presse se sont rendus dans la famille mortuaire à Simbaya où les condoléances sont présentées. Abdoulaye sera inhumé vendredi dans sa ville natale de Dinguiraye. Un symposium est prévu jeudi au Palais du Peuple pour un dernier hommage à ce jeune journaliste plein d'humour. Repose en paix, Abdoulaye Ba. En perdant ainsi la vie dans l'exercice de son métier de journaliste, Abdoulaye Ba fait preuve de professionnalisme et d'un courage exceptionnel, affirme le ministre de l'Information et de la Communication, et par la même occasion, à son nom propre et au nom de l'ensemble des travailleurs du département, adresse à sa veuve, à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à toute la famille de la presse, ses condoléances les plus sincères. Dors en paix, chers amis. Dans le reste de l'actualité, cette année, ils sont plus de 16 000 cas
candidats affronter les épreuves sur l'ensemble du territoire national. À Conakry, le coup d'envoi est donné à l'école normale d'instituteurs de Kaloum par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nous dit Maman Saliouba. Il est 7 h ce matin. Les candidats ont déjà rallié l'école normale d'instituteurs, l'un des centres choisis pour cette évaluation. Les uns sont détendus, tandis que d'autres jettent un dernier coup d'œil dans leurs leçons avant le lancement de la première épreuve. Je suis confiante à 100% que j'aurai mon examen de sortie. Parce qu'on a beaucoup fait de la première année jusqu'à maintenant. On ne fait que réviser, on est régulier à l'école. J'ai très bien préparé cet examen parce que je m'attendais à ce jour-là. Nous avons fait les examens pratiques dans les écoles associées et par rapport à cet examen pratique aussi, on nous a toujours rappelé qu'il y a l'examen théorique qui nous attend encore dans ce mois, dont nous vivons aujourd'hui à l'instant T. Autour d'Ima, les dernières consignes sont données aux 199 candidats avant leur installation dans les 7 salles de ce centre. Ici, 17 surveillants sont déployés pour veiller à l'intégrité de cette évaluation nationale. Pas de communication dans la salle. Aussi, les élèves doivent être calmes, de déposer les téléphones et pas de sac dans la salle. La tolérance est zéro dans notre incident parce que déjà, c'est des instituteurs, des gens qui sont appelés, n'est-ce pas, à rayonner au niveau de nos communautés. À l'école normale des arts et métiers de Koléa, les 456 candidats affrontent la première épreuve dans la sérénité. Ici, 29 surveillants sont répartis entre les 14 salles. Cette évaluation nationale est le couronnement de 3 ans de formation pour ces futurs diplômés. C'est pourquoi les autorités éducatives placent de l'intérêt à cet examen. J'ai demandé aux candidats d'être sereins, puisque c'est ceux qui ont bien préparé leurs examens, et aussi de ne pas se paniquer. Donc ça rejoint, et de demander aux surveillants aussi d'être très stricts dans la surveillance, parce que ceux qui doivent réussir cet examen, que ce soit ceux qui le méritent. À Conakry, ils sont 6000 candidats à affronter les épreuves sous la supervision de 584 surveillants répartis entre 16 centres retenus pour la capitale. Les évaluations prendront fin jeudi prochain. Vous avez donc compris lancement ce matin des premières épreuves de l'examen de sortie au niveau de l'enseignement professionnel. C'est à Mamon que le ministre de tutelle, en compagnie de son homologue de la coopération et de plusieurs hauts cadres de son département, a choisi pour lancer cette opération. 292 candidats seront évalués dans cette région. Aucune fraude n'est enregistrée pour cette journée. Le ministre invite cependant à plus de rigueur. Moussa Komara. Mamou, la ville Carrefour. Très tôt ce matin, les candidats ont massivement pris d'assaut les différents centres d'examen. Au niveau régional, ils sont 292 candidats, dont 102 filles, toutes filières confondues, à se lancer à la conquête de leur diplôme de fin de cycle. Pour cette première épreuve, qui est le français, les candidats sont invités à expliquer aux jeunes de leur localité les avantages liés à l'apprentissage du métier appris dans les institutions d'enseignement technique professionnel. Je pense bien ce sujet qui est là, ce n'est pas un sujet qui est vraiment difficile et c'est bien que c'est à la portée de nous, les étudiants. Je pense à ma qualité d'infirmier d'État, je serais vraiment capable d'aborder ce sujet. Dans la commune urbaine, on dénombre 3 centres d'examen. La sérénité et le calme sont observés par les candidats et aucune fraude n'est enregistrée dans les différents centres. Nous avons lancé des épreuves dans de bonnes conditions et nous encourageons les maîtres et les élèves à poursuivre le travail et nous les encourageons aussi à la maîtrise des sujets. Le dispositif sécuritaire et la surveillance sont renforcés pour veiller au bon déroulement de cette évaluation finale qui sanctionne 3 ans d'études. Restons toujours à Mamou, mais cette fois-ci avec les préparatifs des examens nationaux au niveau de l'entrée en 7e qui se poursuit à l'intérieur du pays. Les candidats consacrent ces dernières heures au cours de révision, mais aussi à la recherche des cartes dans les différents centres. Images et témoignages, Mama Essata Kamara, Sadoubari. À 48 heures du lancement des épreuves,
les candidats aux examens procèdent à la reconnaissance de leur salle. Dans les centres d'examen de Mamou, l'affluence est visible. Au même moment, d'autres restent concentrés sur leurs cours. Dans cette école par exemple, chaque matin depuis 2 semaines, ces candidats font le même exercice, se retrouvent à 7 heures pour s'auto-évaluer. Radira Toubari fait partie de ce groupe de révision constitué durant l'année scolaire. Je suis prête et j'espère réussir quand même. C'est ma première fois de faire l'examen. J'ai bien révisé mes leçons et je continue à réviser quand même jusqu'à la veille de l'examen. L'année dernière, cette école a enregistré plus de 60% de taux de réussite à l'entrée en 7e année, un résultat jugé faible par les responsables qui s'engagent à améliorer ce score. Durant toute l'année scolaire, un système d'urgence est mis en place pour relever ce défi. Nous avons établi un programme depuis l'ouverture. Tous les jeudis matin, les samedis soirs, on donne des cours supplémentaires et des cours de révision pour les candidats. Dans tous les établissements scolaires de Mamou, l'ambiance est la même. Au lycée-collège Doucouré par exemple, candidats et enseignants se préparent intensement. Ici, les révisions de groupe sont bouclées. L'heure est à la distribution des cartes scolaires aux candidats. Nous sommes venus ici pour récupérer nos cartes et pour se préparer pour le BPC. Actuellement, on est bien préparé, on attend que les jours. Cette année, plus de 450 000 candidats sont présentés aux différents examens nationaux. Une consigne à tous les acteurs, tolérance zéro. C'est le mot d'ordre depuis près de 10 ans dans les écoles du pays. Et puis en plus bref, fait en image, cérémonie de passation de service ce lundi au secrétariat du gouvernement, Sekou Kourouma, le désormais secrétaire général du gouvernement au rang de ministre. La cérémonie de passation de service a été présidée par le directeur de cabinet à la présidence. C'était en présence de plusieurs hauts cadres du gouvernement. Dans l'actualité également, la Fédération guinéenne de la pêche artisanale vient de bénéficier de l'octroi à crédit des moteurs hors-bord remboursables en moins de 2 ans. L'action consiste à soutenir les acteurs de la pêche artisanale dans l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. À Koba, Tabouria, plusieurs moteurs sont remis aux bénéficiaires. Abdoulaye Ningelande Diallo. Dans ces cartons, des moteurs hors bord. Ils sont donnés à crédit à certains pêcheurs artisans nécessiteux. Pour cette première action, 46 moteurs sont livrés à Conakry et dans certains débarcadères du littoral. Cette activité est entamée par la Fédération guinéenne de la pêche artisanale en vue de donner un élan progressif à cette filière. C'est un crédit qui est garanti par la Fédération, qui ne coûte pas très cher par rapport au prix du magasin. Parce que quand vous prenez le prix d'un moteur hors bord à 22 millions sans intérêt avec une microfinance garantie par ta fédération, tu as moins de problèmes. Dans le remboursement, il y a 4 mois moratoires pour les pêcheurs. Donc tout ça, ça aide les pêcheurs à bien préparer les remboursements. Si nous prenons par exemple un moteur qui coûte 25 500 000, mais le Crédit Rural leur facilite l'achat du moteur et les transporte jusqu'au dans les débarcadères pour les octroyer. Ça, c'est un grand avantage pour les pêcheurs. Au port de pêche artisanale de Koba Tabouria, par exemple, Sitan Kamara est l'un des bénéficiaires. Avec cet équipement remboursable en 18 mois, il compte améliorer sa pêcherie et augmenter ses revenus. J'ai 3 anciennes machines, mais elles présentent des signes de fatigue et sont souvent en panne, ce qui est un véritable calvaire pour moi. Donc recevoir cette nouvelle machine est un soulagement. Je pourrai désormais atteindre mes objectifs. La Fédération guinéenne de la pêche artisanale n'entend pas s'arrêter à mi-chemin, puisque d'autres perspectives sont annoncées pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs de la filière.
Religion, une nouvelle grâce au sein de l'église de Guinée. Le révérend pasteur Joseph Tognadoré de l'église de la Réconciliation et Guérison vient d'être consacré évêque à la cathédrale La Grâce de Keitaya. Les fidèles étaient massivement mobilisés pour assister à cet événement. Samara Tolno. Une nouvelle grâce au sein de l'église de Guinée. Un pasteur consacré évêque. Le révérend Joseph Tognadoré devient ainsi le premier évêque de l'église de la Réconciliation et Guérison. À la cathédrale Grâce de Keitaya, plusieurs fidèles chrétiens, dignitaires religieux et personnalités publiques assistent à l'événement. Devant l'autel de Dieu, le nouveau promis fait sa promesse de foi. C'est un signe que Dieu donne qu'il est en train de travailler en faveur de notre nation. J'encourage donc à l'unité, j'encourage donc à la paix, à la joie, à la sérénité, qui sont toutes choses qui vont contribuer à permettre aux Guinéens de jouir du bonheur qui est le leur, qui leur est dû. Par le rituel de l'imposition des mains, la communauté des fidèles prie pour la réussite du nouvel évêque dans sa mission apostolique. L'élévation d'un serviteur de Dieu au grade d'évêque vient renforcer le travail de l'Église dans le pays. C'est une bénédiction pour la nation d'avoir un fils qui soit élevé au titre d'évêque pour assumer l'épiscopat en Guinée. Moi, cela représente une autre nouvelle vie en Christ. Être évêque, c'est être un leader en Christ, un modèle de la vie de Jésus-Christ sur terre. En recevant la tiare et la crosse épiscopale, l'évêque Joseph Tognadoré reçoit ainsi la charge de conduire avec plus de dynamisme l'église de la Réconciliation et Guérison. À l'image du berger qui a la mission de conduire son troupeau. Et puis ce fait de société, le mariage par téléphone ou à travers les réseaux sociaux, le phénomène persiste encore et devient une source de division entre les différentes familles. Le plus souvent, ces mariages ont une fin tragique et les jeunes filles sont les principales victimes sous la pression familiale. Parfois, le mariage virtuel, toujours dans l'attente des maris. C'est le reportage grand format de cette édition. Il est signé Fatoumata Batouli Diallo, Mohamed Seyar Souma. Elle avait 20 ans quand elle se mariait, toute heureuse à l'idée de rejoindre son conjoint en Europe et fonder une famille. Mais peu à peu, le désenchantement s'installe, les années passent, le contact avec son époux se fait uniquement via téléphone ou par Internet. À 29 ans, soit près de 10 ans après le début de ses rêves, son partenaire n'a toujours pas rejoint le pays. Elle non plus ne l'a toujours pas rejoint à l'Occident. Fatoumata Garay décide alors de mettre un terme à ce mariage par téléphone. J'ai divorcé de mon mari parce qu'il n'est jamais venu depuis que nous sommes mariés. Mais le gros problème est que c'est sa mère, encore ma tante, qui ne voulait plus me voir parce que j'ai insisté pour que mon mari revienne. Comme il n'avait pas l'intention de m'amener en Europe. À mon âge, je n'ai aucun enfant. Toutes mes copines ont 3 à 4 enfants. D'ailleurs, ce mariage ne m'apporte que de la déception. Je n'ai jamais vu mon mari, sauf sur le net. Son histoire est aussi celle que vivent de nombreuses femmes. Un mariage qui naît d'un contact téléphonique sur Facebook ou encore arrangé par des parents qui ignorent le plus souvent tout de la situation des jeunes vivant à l'extérieur du pays. D'autres femmes cependant tiennent encore le coup malgré la distance qui les sépare de leur mari. C'est le cas de cette dame qui a préféré garder l'anonymat, mariée depuis 14 ans. Son unique enfant a 8 ans. Elle attend toujours son mari qui vit en Espagne. Moi je suis là dans l'attente parce que je n'aime pas avoir des enfants par-ci par-là. Donc c'est ce qui me motive à rester. Mon enfant ne connaît presque pas son père. Mes parents m'ont demandé maintenant de divorcer. Mais je n'ai pas ce courage et je vous jure
Je suis confrontée à des problèmes psychologiques, financiers et surtout sociaux. C'est moi qui paye la scolarité de mon enfant qui vit actuellement avec ma sœur. Je me débrouille dans cette boutique pour subvenir à certains de mes besoins. À l'état civil de Matoto, plus de 3000 mariages sont célébrés par an, soit 90 mariages par mois. Parfois, les conjoints vivant à l'étranger se font remplacer par leurs cousins ou frères le jour de leur mariage avec la complicité de la famille sans le consentement des autorités. Une méthode interdite par la loi selon les responsables de l'état civil de la commune de Matoto. Sur le plan juridique, c'est vous qui avez engagé votre personnalité vis-à-vis de madame pour dire que je vous aime pour le meilleur, pour le pire. C'est un mariage, c'est un jour solennel, dans le temps, dans l'espace, c'est sacré. Pratiquement, à part de la théorie, c'est la pratique, c'est la scientifique qui prouve qu'effectivement, que tu t'engages pour toujours. Parce que le volet, c'est 100 ans de validité. Tu t'engages pour le meilleur, pour le pire. Et si quelqu'un d'autre t'engage à ta place, je pense que ce n'est plus ta femme. Et en cas de problème, le monsieur peut nier pour dire que moi je n'ai pas signé. Et sa signature compte, que ce soit la banque, que ce soit autre. Bon, voilà ce que je veux dire. Partout, c'est la signature de la personne qui l'engage vis-à-vis juridiquement devant un fait. L'autre conséquence, ce qui reste à l'extérieur et que tu te fais remplacer par quelqu'un d'autre et que ta femme ne fait que traîner ici. Mais ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas un mariage. La loi dit obligatoirement il faut la présence des conjoints au jour du mariage. C'est-à-dire la famille fixe le jour, l'officier fixe l'heure. Et le conjoint doit être obligatoirement présent le jour du mariage devant l'officier. Du côté des religieux, on fustige les mariages par téléphone et la longue attente que doivent vivre les épouses avant de rencontrer leur mari. Beaucoup de femmes aujourd'hui, tu vas trouver que on la marie, on laisse la femme ici, l'homme ça va s'occuper d'une autre femme là-bas. Elle reste ici, elle traîne. Un jour, tu vas voir qu'elle va sortir, aller commettre de l'adultère parce qu'elle a un désir charnel. Si elle se débrouille, elle tombe enceinte. Donc, le tort revient sur l'homme et sa famille. L'homme et sa famille prennent la responsabilité de ce hacker. Parce que Dieu nous dit, voilà, l'amour, il dit de ne pas se faire du tort. Il dit, il dit, moi j'ai interdit le tort sur moi, Dieu. Et puis je l'ai mis parmi vous comme un truc illicite. Il faut attendre l'amour et ne pas se faire du tort. Si les deux familles insistent pour qu'ils vivent ensemble, alors qu'ils savent que le jeune ne va pas venir, donc le hacker revient sur les deux familles. Parce qu'il y a un déjà qui a été victime déjà. Il y a un déjà qui sera victime. Ou c'est la fille qui est forcée, ou c'est l'homme qui est forcé. Les autorités et les pères de famille sont interpellés pour mettre fin au mariage par réseaux sociaux. Je vous envoie dans un tout autre univers. Il s'agit des mariages traditionnels célébrés à 45 km de Kankan dans Baté-Nafadi. Plus précisément à Felo Moussaya, il s'agit d'une cérémonie annuelle de mariage collectif de jeunes filles. Cette fois-ci, les mariés sont présents. Ce jour, elles étaient une trentaine de jeunes filles qui ont échangé de statut dans la gaieté. C'était une brève signée Elaja Sekou Sibi. Sport, foot, la série noire continue pour les pays africains. Ce soir, l'équipe d'Angleterre était face à la Tunisie. Je reviens sur ce décret avant de boucler ce journal. Décret de 2018-094 PRGSGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République a vu la Constitution décrète. Article 1er, M. Mohamed Lamine Doumbouya, précédemment ministre du Budget, est nommé ministre à la présidence de la République. Article 2, à ce titre, il sera notamment chargé de conseiller le président sur les relations avec les institutions multilatérales de financement, les fonds souverains et les fonds d'investissement publics et privés sur les questions monétaires et bancaires, ainsi que sur la réforme des finances
publique. Article 3. Le ministre à la présidence de la République travaillera en étroite collaboration avec les membres du pôle économique à la présidence. Article 4. Le président décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 18 juin 2018, professeur Alpha Condé. Restez toujours connectés. Dans un instant, juste après ce journal, vous aurez la chronique de Ansoman Bangora. Voilà, c'était tout pour les infos. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours ce même plaisir.